L'interview matinale, première partie en déplacement, comme je vous le disais hier, dans la matinale. Je suis ici à Saint-Germain-du-Puch, en compagnie d'Estelle Hommage et au Château Lestrie. Estelle, bonjour. Bonjour Mathieu, tu vas bien? Bah, ça va, merci. Merci pour l'accueil, c'est super, le thé est excellent. Et la boutique aussi. Alors voilà, c'est la première surprise. Ici, le château Lestrie, moi, dans mon imaginaire, un château, c'est une plus ou moins grande bâtisse au milieu des vignes, un peu perdue dans la campagne. Et là, on est en plein bourg. C'est vrai. Alors, à Bordeaux, on peut faire du vin avec un lopin de vigne et un petit garage dans lequel on met des cuves, et ça s'appelle un château aussi. Hein. Oui, c'est ça, c'est magique. Et c'est vrai que nous, on a plutôt une configuration alsacienne ou bourguignonne avec le chai en plein dans le village, avec des contraintes quand même en termes de circulation avec le vin, parce qu'on a le chai de vinification d'un côté de la route et le chai de stockage des bouteilles et des barriques également de l'autre côté de la route. Donc, on n'arrête pas de faire des allers-retours. Alsacienne ou bourguignonne, pourquoi? Parce que tu viens de Gewürztraminer ou... Parce que là-bas, on trouve beaucoup de chais dans les villages aussi. Voilà. Non, alors tu viens d'ici, en fait, le château Lestrie, tu es même né, en fait, tu es du territoire, c'est 5 générations, tu es la 5e, c'est ça. Donc c'est mon arrière-arrière-grand-père qui avait commencé en 1901. D'accord. Et toi, tu as repris il y a 25 ans. C'est ça. 25 ans, mais avant, tu t'es dit, oh, bah, je vais aller explorer un peu le monde. Même si le vin, tu nous disais pendant qu'on préparait l'interview, le vin évidemment est présent depuis toujours. Et j'aimais bien, tu parlais c'est un peu comme dans une famille d'artistes où l'art est un peu partout. Oui, quand on est dans une famille de vignerons, c'est vrai que lors du repas du dimanche, eh bien, quand le grand-père et le père sont autour de la table, eh bien, souvent les conversations, à un moment donné, elles reviennent vers la vigne ou vers le vin, et eh bien, ça fait partie de ce qui nous entoure quand on grandit, et ça paraît, on n'y réfléchit même pas quand ça fait partie du contexte et c'est naturel. Et ça coule de source. C'est ça. Donc le présent comme ça depuis l'enfance, cet univers, le vin. Et est-ce que tu as justement un souvenir de l'enfance, ton premier souvenir de vin? Alors, je pense que mon premier souvenir de vin, il est lié à l'odeur de terre. De terre de la vigne? Alors, de terre battue qu'on retrouvait dans les celliers avant, dans lesquels on n'avait pas du tout de sol construit. Et je me souviens très, très bien que le dimanche, avant le repas du dimanche, j'accompagnais mon grand-père dans son cellier, dans lequel il y avait un coin avec des pommes de terre, un autre avec des bouteilles, et ce sol, cette odeur d'humidité, de terre humide, ça c'est vraiment resté marqué dans ma mémoire. Oui. C'est chouette ces moments qu'on construit dans l'enfance de partage, justement, de petits souvenirs qui vont construire plus tard un chemin. Alors aujourd'hui, les adolescents, on est encore parfois plus impitoyables. Ils ont besoin de savoir ce qu'ils vont faire à peine arrivés en seconde, Parcoursup et tout. C'était peut-être un petit peu plus doux dans ta jeunesse, mais est-ce qu'à l'adolescence, tu commençais à avoir cette envie justement de prendre la suite, ou tu étais dans d'autres explorations? Alors, à l'adolescence, je n'avais qu'une envie, c'était de partir explorer le monde. Donc, explorer le monde avec une bouteille de vin dans la main, je voulais bien, mais il fallait surtout que j'aille voir ailleurs avant de revenir ici. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait. Oui. Tu fais quoi comme étude à ce moment-là? Alors, j'ai commencé par une école de commerce en France qui m'a permis de passer la moitié de mes études en Angleterre. Donc, je suis partie. Nice. Very nice. Je suis partie dans le nord de l'Angleterre. À chaque fois que je raconte ça à des Anglais. Le nord, c'est le nord-Écosse. Alors, c'est pas tout à fait l'Écosse encore, mais c'est une ville qui s'appelle Hull et qui est réputée pour être industrielle et pas forcément très
attractive. Oui, tiens, étonnant comme choix. Qu'est-ce qui t'amène là-bas? C'était le partenariat de mon école à l'époque avec l'université de cette ville-là. Et franchement, mais qu'est-ce que c'était chouette. J'étais dans un programme européen, donc on était en symbiose, on va dire, non seulement avec les locaux, mais aussi il y avait des Allemands, des Hollandais, des Espagnols, des Français. Enfin, c'était magique. L'auberge espagnole, quoi. C'est ça. C'est tellement bon de vivre ça, justement, et puis quel cadeau de la vie, en fait. Tu vas en Angleterre et en fait, c'est encore une ouverture plus large sur le monde, sur d'autres sensibilités. Et à ce moment-là, d'ailleurs, tu découvres, on revient sur le vin, tu découvres justement on est quoi, au milieu des années 90, fin. Voilà, moi j'ai étudié entre 90 et 94. Ouais. Et à la fin de mes études, j'ai trouvé un boulot chez un importateur à Londres. Ah, donc là, tu arrives à Londres. Donc, et alors, c'est comment Londres à l'époque? Londres à l'époque, c'est beaucoup plus gris que maintenant, je trouve. Je trouve qu'au niveau, c'est vrai que le changement climatique, on le voit nous dans nos vignes, mais je vais encore très régulièrement en Angleterre et je trouve qu'il y a eu un vrai changement en 30 et quelques années. Quand tu parles gris, c'est même pas une histoire de pollution ou tout ça, c'est vraiment qu'il fait beau. Oui, au niveau de la météo, je me souviens qu'il y avait une couche de nuages souvent basse, voilà, cette sensation de ne pas voir le ciel. On l'a très rarement maintenant, j'y vais très régulièrement. On l'a vraiment très rarement. Et contrairement à ce que pensent la plupart des Français, il fait souvent beau en Angleterre. Maintenant. Et à ce moment-là, tu arrives à Londres et donc tu découvres la ville, le commerce du vin aussi, alors c'est ça? Voilà, exactement. Donc j'avais déjà fait au cours de mes études, mes mémoires dans le vin, j'avais fait mes stages chez des négociants, enfin je m'étais déjà un petit peu intéressée à ça. Mais ce qui m'a surtout intéressée quand j'ai travaillé chez cet importateur, c'est que c'était le début de l'importation des vins du Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'est les Amériques? Alors pas seulement, c'est tout ce qui est finalement en dehors de l'Europe et allez, on va dire du Portugal jusqu'à la Géorgie. Ça, c'est l'ancien monde. Oui, d'accord. Okay. Et le Nouveau Monde, donc c'est toutes les régions en dehors de cette zone européenne dans lesquelles on a planté des vignes. Donc il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Océanie aussi avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Où là, du coup, il y a, j'imagine, une manière différente d'aborder le vin, puisqu'il n'y a pas toute la transmission qui se fait depuis Poulala. Oui, alors il y a quand même des régions dans lesquelles les vignes sont plantées depuis plusieurs générations, mais on a, je pense, un esprit quand même beaucoup plus libre sur la manière dont on voit la vigne et la vinification, et peut-être moins le poids des générations comme on peut avoir ici en France, en Italie ou en Espagne, où il y a un peu plus d'espace, quoi. Oui. C'est pas juste territorial, l'espace. Et donc, finalement, la vie t'offre encore comme ça de nourrir. J'ai l'impression que la curiosité, c'est assez présent, en fait, d'être à l'affût, en recherche. Oui, d'explorer, c'est ce qui fait... Oui, bien sûr. Oui. Et quand tu reviens donc dans ton sac ici, tu as mis quoi? Alors, oui, revenons d'ailleurs sur les vins du Nouveau Monde, parce qu'à l'époque, c'était très neuf en Angleterre et ça n'est pas encore arrivé en France encore. Non, exactement. Donc, c'était chouette de faire partie de ce mouvement qui voyait ces vins-là arriver. Et d'ailleurs, l'importateur chez lequel je travaillais importait notamment des vins du Chili qui me paraissaient vraiment délicieux, et je me suis dit que j'allais partir là-bas et essayer de voir ce qu'il faisait, comment il faisait dans ces bodegas là-bas, et donc je suis partie en Espagne parce que j'avais fait anglais et allemand. Donc, je cherchais pourquoi alors, parce que je croyais que c'était le Chili. Je suis partie apprendre l'espagnol à Madrid. Et finalement, la vie a fait que j'ai passé 4 ans à Madrid et je suis jamais allée au Chili. Ah oui. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça justement le vrai voyage, celui qui nous amène vers l'inattendu? Absolument. Et celui, quand on se laisse porter comme ça et que finalement la vie nous balade, c'est là qu'on fait de belles découvertes aussi. Ouais.
Et alors, on arrive à la fin de la première partie de l'interview, donc si tu veux bien, on va faire une pause. On se retrouve dans 1 heure pour continuer à parler. Et justement, voilà, là, merci, on a un bon aperçu de ton cheminement. Et avec toute cette somme d'expérience, de découvertes, tu reviens ici à Saint-Germain-du-Puch. Et on va raconter un peu avec quoi tu reviens et ce qui se passe, du coup. Avec plaisir. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Estelle Roumage, donc ici à Saint-Germain-du-Puch, au château Lestrie. Estelle, on parlait de tes nombreux voyages, de cette envie d'explorer. Oui, il y a un truc qui fait bzzzt, mais est-ce que tu veux regarder ? D'accord. Non, c'est bon. Alors, on reste comme ça dans les conditions du direct. Et donc, on parlait de ces nombreux voyages que tu as faits parce que cette envie d'explorer, de découvrir, de ce que tu y as découvert. Et moi, évidemment, j'ai envie de savoir, imaginons, tu as un grand sac à dos de collecte d'expériences, de collecte d'envie. Tu reviens ici et qu'est-ce que tu peux voir dans ce sac à dos, justement ? Qu'est-ce que tu y as mis ? J'ai mis bien toute la richesse des expériences que l'on peut faire avec les bonnes surprises, les mauvaises surprises, mais l'ouverture d'esprit, j'imagine quand même, parce que quand on voyage forcément, on rencontre des personnes qui nous permettent de voir que on fait différemment ailleurs et des nouvelles méthodes. Quand je suis revenue de Nouvelle-Zélande, parce que avant de m'installer ici, je suis allée faire une vinification dans la région de Marlborough. J'ai tout de suite voulu mettre des choses en place ici sur les vinifications en blanc. D'ailleurs qui ont fait un petit peu peur à papa au départ. Ah oui. Mais finalement ça s'est bien passé, on a continué, mais c'est vrai que ça permet de vraiment d'apporter une richesse qu'on n'aurait pas en restant sur place. C'est le fameux deal générationnel où on arrive avec sa jeunesse, ses envies, et puis les aînés tempèrent un peu l'enthousiasme. Des fois, quand ils sont cool, ils nous laissent essayer. Et on dit, bon, on va voir. Et tu parles du blanc notamment, parce qu'à l'époque, ici c'est 33 hectares donc, de vignes. À l'époque, le blanc, c'était 2 hectares. C'est ça, c'était 2 hectares. Maintenant, on en a une quinzaine. Donc, on a vraiment opéré ce changement. Et on produit un petit peu plus de la moitié maintenant de nos bouteilles en blanc et rosé et l'autre moitié en rouge. Et donc, le blanc, c'est ce que tu as amené, développé ici. Le marché, parce que le vin, c'est aussi l'histoire de sa vente, de son commerce, des envies qui évoluent, qui changent. La vigne, c'est une culture, pour reprendre tes mots tout à l'heure, c'est une culture pérenne. Donc, il y a une mobilité, une adaptation qui est quand même assez... on va dire que l'inertie est là et que ce n'est pas forcément le fait de ceux qui fabriquent le vin, mais c'est aussi la plante qui invite à ça. C'était quoi la configuration à l'époque de Château Lestrie ? C'était marché intérieur, déjà un peu à l'export, donc plutôt du rouge, c'est ça ? Oui, c'était principalement du rouge et du rosé. Et du rosé, oui. Du rosé et du clairé, bien sûr. Et de la vente que papa avait développée depuis le début des années 80 sur de la clientèle particulière française. Ça, c'est ce qu'il a apporté, lui, donc. Oui, vraiment. Voilà. Et moi, lorsque je suis revenue, bien sûr, on a entretenu tout ça, mais j'ai développé aussi l'export par goût, pour continuer à aller explorer un petit peu. Est-ce que c'était pas un peu une excuse pour retourner régulièrement en Angleterre Peut-être aussi. Et du coup, maintenant, on vend à peu près les 2/3 à l'export. Donc, on a vraiment il y a une bascule. Une bascule, oui, tout à fait. Oui. Cette interview fait partie d'une série de portraits de femmes vigneronnes / viticultrices, puisque c'est pas tout à fait vigneron, viticulteur, c'est pas tout à fait la même chose. Regardez sur Google si vous voulez savoir. Tout à l'heure, on parlait de ça justement en préparant cette interview. Cet accueil en tant que femme, il y avait des questions qui revenaient souvent et qui te laissaient un peu surprise. C'est-à-dire que quand je suis revenue au début des années 2000,
la plupart des journalistes qui s'intéressaient, en tout cas dans mon cas, qui venaient nous poser des questions, la première question c'était vraiment alors qu'est-ce que c'est qu'un vin de femme? Et ça, oui, ça te... Bien. Bien, moi je me dis que finalement un vin de femme ça n'existe pas. Chaque femme fait le vin avec sa personnalité. Et alors bien sûr, certaines vont être plus sensibles à certains aspects dans la vigne ou du vin. Enfin, mais je pense que vraiment la définition du vin de femme, elle n'existe pas. Oui, c'est étonnant cette idée d'avoir une image de la femme, comme s'il y avait une femme et que vous deviez toutes courir pour être cette femme-là. Exactement. Qui, j'ai l'impression, appartient plus à l'homme. Je ne sais pas. Moi non plus. Et du coup, j'ai envie de te poser cette question. Mais oui, mais alors c'est quoi un vin d'Estelle? Déjà, c'est un vin qui est fait avec du raisin qui provient d'un vignoble dans lequel on a respecté la biodiversité, dans lequel on a essayé de faire de notre mieux pour que la vigne soit en harmonie dans son environnement. Et ensuite, au niveau de la vinification, ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est d'exprimer le potentiel de chaque parcelle et de chaque raisin, et chaque parcelle est différente. Donc, vraiment, moi, je passe énormément de temps à déguster les raisins, à choisir la date de récolte vraiment idéale à la parcelle. Parce que je trouve que c'est ce qui fait toute la différence après sur la qualité du vin. Oui, parce que c'est pas comme les interviews, il n'y a pas de plugin magique dans le vin qui permet de transformer un raisin pas foufou en vin qui serait un nectar pour les dieux. Exactement. Et vraiment, la qualité du raisin, c'est ce qui fait le vin. Et oui, après, c'est une étape hyper intéressante aussi, parce qu'on voit l'évolution des arômes, des tanins, en goûtant les parcelles chaque jour ou tous les 2 jours. On voit vraiment, on prend des notes et c'est magique de voir comment ça évolue et ce qu'on peut arriver à faire avec ces raisins-là. Et justement, en rentrant dans la boutique, j'ai tout de suite... on tombe sur du jus de raisin. Alors, le jus de raisin, je me dis... Oui, bah ouais, finalement logique, mais pétillant en plus. C'est arrivé quand? Alors ça, on l'a créé l'année dernière avec la vendange 2024, c'est tout récent. L'idée d'apporter un petit côté pétillant, donc c'est du gaz qui a été rajouté, du gaz carbonique, c'était d'apporter de la légèreté déjà en termes de dégustation, et puis de se dire que les personnes qui ne voulaient pas boire d'alcool, elles avaient aussi le droit de faire la fête et d'avoir des bulles dans un verre, voilà. Oui, qu'il ne soit pas un soda quelconque à l'étiquette rouge. Tiens, en parlant d'étiquettes, tu as travaillé aussi justement sur les bouteilles, les étiquettes. J'ai pas eu le temps de regarder encore, mais j'essaye de chercher. Mais tu disais, c'était important pour toi de proposer quelque chose de nouveau, de différent. On est un petit peu coincé quand même à Bordeaux. En tout cas, lorsque je suis revenue, j'ai vite ressenti que Bordeaux était considéré comme une région vraiment traditionnelle, un vin de papa, etc. Mais que lorsqu'on sortait des codes finalement bordelais et de vin de papa, on n'était plus assimilé à du Bordeaux. Donc c'est difficile de trouver un point intermédiaire entre oui, je suis Bordeaux, mais je ne suis pas que Bordeaux. Je ne suis pas que, voilà, exactement. Donc on a bien réfléchi à ce que l'on était finalement, parce que les étiquettes, elles doivent quand même retranscrire et être le porteur du message de ce qu'est la propriété, le vin. Et donc on a vraiment d'abord réfléchi à tout ça avant de refaire les étiquettes qui montrent notre attachement à la nature et aussi la famille. Je te montrerai tout à l'heure, mais on a une étiquette sur laquelle on a fait presque c'est comme un arbre généalogique sous forme de toile de Jouy. On a repris des scènes de travail de la famille. D'accord.
Et on essaiera de partager même les photos sur le podcast de l'émission pour leur montrer. On est déjà malheureusement à la fin de la deuxième partie de l'interview. Le temps passe très vite et j'aurais tellement voulu qu'on parle jardin, mais moi aussi, qui est ton autre passion. Mais pour ça, à la limite, j'invite les auditeurs, les auditrices à venir ici au château Lestrie, donc à Saint-Germain-du-Puy. C'est très facile à trouver. Voilà, c'est là. sur la route principale. Et à découvrir donc ce bel endroit. Merci. Merci beaucoup.